Irène Chiot est née le 21 juin 1898 à Perreux dans l'Yonne, fille de François Chiot et d'Anne-Joséphine Rouard. Elle passe son enfance et sa scolarité à Joigny. Au terme de ses études à l'école primaire supérieure de 1912 à 1916, elle obtient le brevet élémentaire. Les appréciations portées par la directrice décrivent une élève laborieuse, d'intelligence vive, estimée par ses professeurs et ses camarades. Elle suivra, au cours de la Grande Guerre, des cours dispensés par l'Union des femmes de France. L'Union des femmes de France était une société humanitaire et philanthropique qui dispensait des cours de soins infirmiers et d'hygiène. Le 19 août 1922, elle épouse à Joigny Léonide Marcel Rossel, né en 1889 à Wilna, ville de Pologne sous domination russe à l'époque. En 1921, il est connu comme membre fondateur du Zemgor de Prague. Le Zemgor, c'est une association d'aide humanitaire destinée aux réfugiés russes qui fuient les bolcheviks et la guerre civile qui se déroule en Russie, bien sûr. Et Marcel Rossel est aussi connu comme activiste au Parti socialiste révolutionnaire. Selon des documents, Irène se trouve à Prague au début des années 1920. Il semble plus qu'évident que sa présence a un lien avec sa rencontre puis son mariage avec Léonide Rossel. Revenons sur cette union avec ce curieux personnage qu'était Léonide. Malgré tous mes efforts de recherche, je n'ai pu apporter une réponse à ces trois questions élémentaires. Quand, où, comment se sont-ils rencontrés? Lui, révolutionnaire professionnel, et elle, jeune fille de province sans, a priori, aucune attache avec la Russie. J'ai envisagé une rencontre dans un hôpital durant la Grande Guerre. Mais d'une part, la fiche de la Légion étrangère de l'engagé Rossel ne porte aucune mention de blessure, maladie ou convalescence, et la fiche de la Croix-Rouge d'Irène ne porte aucune affectation dans un hôpital, ni au front, ni à l'arrière. À ce jour, je n'ai pu percer ce mystère. Revenons à leur séjour tchécoslovaque. Irène dispense des cours de français à l'université populaire de Zemgor à Prague et aide les Russes qui souhaitent émigrer en France à rédiger leurs demandes. Elle est en contact très régulier avec la légation française à Prague et son légat, M. Joubert. Elle participe activement également au sein de la Croix-Rouge tchèque à toute aide caritative apportée aux nombreux réfugiés russes. Ses activités diverses et variées lui permettent de cultiver ses talents d'organisatrice et son esprit d'initiative, talents qui lui serviront de retour en France, tant dans sa vie professionnelle, de militante syndicaliste que de résistante. Ces échanges et fréquentations lui permettent de perfectionner la langue russe et d'acquérir la langue tchèque. Ces deux dernières complètent son bagage linguistique car elle maîtrise la langue anglaise. Elle y parfait également, à Prague, pendant ce séjour, sa culture politique. Son mari, ses amis sont des dirigeants historiques du socialisme révolutionnaire russe. Beaucoup sont journalistes et travaillent notamment au journal en langue russe Volia Rossi, en français La volonté de la Russie. Ces fréquentations participeront à sa formation de journaliste et de gérante d'imprimerie en France, mais j'y reviendrai. Je ne m'avance guère en affirmant que ces années à Prague ont fait d'Irène Rossel une femme responsable, déterminée, sincère dans ses engagements, solidaire des plus démunis, une femme indépendante, libre, profondément de gauche, et ce jusqu'à sa mort. Les mois passent. À Prague, on attend la défaite des bolcheviks, mais cette dernière n'arrive et n'arrivera pas. Le gouvernement tchèque finit par reconnaître l'Union soviétique, qui ne voit pas d'un bon œil les activités caritatives de Zemgor envers les gens qui lui sont hostiles. C'est la fin progressive du soutien du gouvernement tchécoslovaque à Zemgor. Les subventions se tarissent et les activités cessent. En 1925-1926, les époux Rossel rentrent en France. Irène bifurque vers une voie a priori éloignée de l'enseignement. Elle demande à intégrer l'école des surintendants d'usine. Alors, les surintendants d'usine étaient les devancières des assistantes sociales d'aujourd'hui. On peut se demander si cela est si différent, car enseigner, c'est transmettre, c'est aider. Or, vouloir informer, conseiller, aider une population ouvrière vivant à l'époque dans une grande misère morale et matérielle, est-ce vraiment si différent? Ici se dessine le caractère principal d'Irène Rossel, une grande empathie envers les faibles et la volonté de lutter contre l'injustice. Ces dispositions se retrouveront tout au long de son existence, y compris dans l'enfer concentrationnaire du camp de Bergen-Belsen.
En novembre 1926, elle intègre la 17e session de l'école des surintendants d'usines et des services sociaux à Paris. Son dossier scolaire et professionnel, que j'ai pu consulter, comporte de nombreuses attestations d'employeurs ainsi que des lettres de vive recommandation de l'association Zemgor, dont celle de Mark Slonin, qui était un dirigeant russe, homme politique, critique littéraire, qui a beaucoup connu Irène. Mark Slonin, qu'elle a côtoyé très régulièrement à Prague. Son dossier professionnel ne comporte pas de contrat de travail. Faute d'avoir pu retrouver ce genre de documents, mes sources sont les lettres d'Irène dans lesquelles elle donne des détails sur sa vie professionnelle, ses combats, ses difficultés. Elle adhère à une date indéterminée au groupe des femmes du Parti socialiste, la SFIO, mais avant avril 1927, car le 7 de ce mois, le journal Le Populaire, qui est le journal du parti, annonce qu'entre autres conférencières, Irène Rossel donnera une conférence intitulée « Conditions de travail dans l'industrie ». En janvier 1929, sa conférence annoncée dans le même journal porte sur la protection de l'enfance et plus loin dans le temps, en octobre 1937, elle s'interrogera sur « Chanterons-nous encore le chant du départ ?» Nous sommes à proximité de 38, la guerre n'est pas loin. Revenons un peu en arrière. Nous la retrouvons en novembre 1927, travaillant pour le service social de l'enfance en danger, dont le siège se trouve à la préfecture de police 36 quai des Orfèvres à Paris. Puis, le 1er mars 1928, elle intègre la maison, la mutuelle Jean Patou. Alors, ça ne dit rien sans doute à la jeune génération, mais à l'époque, c'était une célèbre maison de couture de Paris. Elle en démissionne en juin de la même année sans que nous en connaissions les raisons. Démission qu'elle reprend ou que son employeur refuse, car en 1930, elle est toujours employée par cette même mutuelle Jean Patou. Toujours cette même année 28, et selon un rapport de police, elle est gérante d'une imprimerie, la Société Nouvelle d'édition franco-slave, 32 rue de Ménilmontant, à Paris. Il est à noter que cette même année, ainsi que la suivante, des rapports de police font état d'une surveillance policière des journaux publiés par l'imprimerie dont Irène est la gérante. Pour en revenir à ses activités professionnelles, en 1931, elle entre aux établissements Bronstein, fabricant du papier à cigarettes Zigzag, boulevard Exelmans à Paris, toujours en qualité de surintendante. Les documents manquent cruellement pour reconstituer la carrière professionnelle d'Irène Rossel, et notamment les années 1929, 1933, 1934. Néanmoins, nous savons qu'en 1932, elle est toujours employée par la maison Bronstein, qu'elle quitte en juin de la même année, révoltée et impuissante face aux méthodes du directeur envers son personnel. Selon la version qu'en donne Irène, il préfère distribuer des dividendes à ses actionnaires plutôt que d'allouer des fonds pour l'installation d'une crèche qu'elle a, en vain, réclamée à de nombreuses reprises. Elle lui reproche également de mauvaises manières envers ses employés. Pendant leur long séjour parisien, les époux Rossel demeurent au 20 de la rue de Lombardie, dans le 12e arrondissement de Paris. Néanmoins, le recensement de 1936 n'indique qu'un seul occupant du logement, Léonide. Il peut s'agir d'une négligence de l'agent recenseur, car jamais je n'ai trouvé mention d'un divorce, ni même d'une séparation entre les époux. Mais cette absence d'Irène au foyer lors du recensement de 1936 peut s'expliquer aussi par le fait que depuis 1935, elle est salariée de l'entraide sociale des ouvrières et ouvrières des manufactures des tabacs de France. Elle est directrice du centre, et loge sur place, qui reçoit des ouvriers et qui comporte également une maison de retraite, ainsi qu'une colonie de vacances au château de Charny, en Seine-et-Marne. Donc vraisemblablement, au recensement de 1936, elle habitait en Seine-et-Marne. Le journal Le Peuple, qui est un journal de gauche, du 7 mai 1938 consacre une page à cette colonie de vacances. Ses fonctions l'amènent à être également responsable d'une maison de vacances au Cap-Breton. Là s'arrête le parcours professionnel par moins connu. Peut-être il y a d'autres documents, j'ai cherché, je n'ai pas tout trouvé, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé qu'il n'y en a pas. Là s'arrête le parcours professionnel connu d'Irène Rossel, mais il est vrai qu'elle avait d'autres activités dont je ne sais si elles étaient rémunérées ou non. Son mari, Léonide, est journaliste et imprimeur et travaille au sein de la fameuse société de revues d'édition franco-slave. Toujours d'après un rapport de police, alors évidemment j'ai toutes les codes de ces documents si ça vous intéresse. Toujours d'après un rapport de police, Irène est signalée comme publiciste, c'est-à-dire journaliste, correctrice et gérante de nombreux journaux et revues, tous politiques et ou syndicaux, destinés aux émigrés slaves ou autres,
publications qui paraissent entre 1925 et 1940. Les titres sont éloquents. Drapeau rouge, c'est l'organe de défense des paysans bulgares. Parole ouvrière, annales social-démocrate, le socialisme révolutionnaire, la reconstruction juive, la volonté de la Russie, l'avenir, en langue bulgare, et Dni, ça veut dire les jours en russe. Et le bulletin du Parti des travailleurs italiens et l'Italie del Popolo. Le tirage de ces publications ne sont pas connus, mais il est fort probable qu'elles restèrent modestes. Ce sont des organes militants, de gauche, voire d'extrême gauche, ce qui cadre bien avec l'option politique du couple Rossel, qui est socialiste révolutionnaire. Irène percevait-elle une rémunération pour son travail de correctrice et gérante de l'imprimerie Franco-Slas? Je ne sais pas. Faute d'avoir pu retrouver les bulletins de salaire, on ne peut l'affirmer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle menait de front son travail de surintendante d'usine et ses occupations à l'imprimerie. Léonide, qui ne possédait pas la nationalité française, qui ne l'a jamais obtenue et à mon avis qui ne l'a jamais demandé, pouvait-il être directeur de publication? Je ne sais. Elle est aussi signalée en novembre 1936 comme membre du bureau de la Fédération CGT des services publics et de santé, et lors du congrès fédéral de cette même année, elle y représente le syndicat des assistantes sociales de la région parisienne. L'engagement est familial puisque Léonide, lui, est secrétaire du syndicat CGT des travailleurs russes et y restera au moins jusqu'en mai 1938. Là aussi, c'est un rapport de police qui nous l'apprend. Le dossier professionnel d'Irène Rossel se clôt sur une dernière lettre, par elle rédigée, le 24 septembre 1936, à un destinataire inconnu. Dans ce courrier, elle s'indigne que, je cite, « Des enfants ne peuvent être envoyés en colonie de vacances au motif qu'ils ne sont pas baptisés. » Néanmoins, elle restera surintendante de la manufacture des tabacs jusqu'en 1938. L'ensemble de ces documents démontre qu'Irène Rossel prend très à cœur son travail d'assistance envers les salariés et qu'elle n'hésite pas à exprimer son désaccord envers ses employeurs, voire à démissionner lorsque, précisément, on ne lui donne pas les moyens de mener à bien ses missions. Par ailleurs, un autre engagement semble l'avoir attiré, la franc-maçonnerie. Cette dernière prône l'universalisme, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'engagement dans la cité. On peut imaginer que ces principes ont teinté agréablement aux oreilles d'Irène. Beaucoup de militants politiques et syndicaux, hommes et femmes de l'entre-deux-guerres, appartiennent à la franc-maçonnerie, dont le fameux Marx Lenin déjà cité. Irène en côtoie, c'est quasi obligatoire, certainement d'autres, et notamment Alice Jouenne, avec laquelle elle a participé à cette fameuse conférence du 7 avril 1927. Elle connaissait également Yvonne Netter, avocate, journaliste et membre d'une loge parisienne. Peut-être est-ce par ces relations, sans doute même, qu'elle sollicite fin 1931 son entrée au droit humain, seule obédience mixte dans le paysage maçonnique français de cette époque. Elle est initiée à la loge parisienne Espérance en février 1932, élevée compagnon en février 1934, puis maître en octobre de la même année. Elle y présente des travaux plutôt d'ordre social, comme le service social auprès de l'enfance déficiente en mai 1933, la crise et le travail des femmes mariées en février 1935, l'imitation de la main-d'œuvre étrangère en France en février 1936 et les revendications féminines en juin 1937. Les archives du droit humain, comme celles des autres obédiences, ayant été détruites, pillées par les Allemands dans un premier temps, puis ensuite par un service de police politique de Vichy dédié à la répression antimaçonnique, nommé Service des sociétés secrètes, des pans entiers de la mémoire maçonnique manquent. Les archives restantes, extrêmement lacunaires, n'ont pas permis de savoir si Irène Rossel a pris des fonctions dans son atelier ou au sein de sa fédération du droit humain. Parallèlement, elle semble avoir occupé des responsabilités au sein de l'association des surintendantes d'usine, puisqu'elle est chargée à l'Assemblée générale de 1932 de présenter un rapport sur les causes et les remèdes du chômage. Rapport complet qui analyse très finement la situation. En 1934, elle intervient de nouveau en Assemblée générale sur le travail des jeunes filles. Elle est membre du comité technique de l'association de 1933 à 1940. Dans ces années 1930, la vie d'Irène semble être une mosaïque d'activités diverses dans lesquelles elle s'engage pleinement. Surintendante d'usine, militante politique et syndicale, journaliste,
et membre de la maçonnerie. Cette vie est entrecoupée de séjours dans sa province natale. Elle y retrouve sa mère et ses amis d'enfance. De par ses courriers, nous savons qu'elle y avoue son amour de la campagne, du jardinage et de la vie au grand air. La vie s'écoule, dense, active, et je suppose heureuse, jusqu'en mai 1940, date de l'invasion allemande. Elle est à ce moment-là assistante sociale, c'est toujours un rapport de police qui nous l'apprend, assistante sociale aux ateliers de chargement de Saint-Florentin dans l'Yonne. Un rapport de police du 17 février 1940 en fait mention. Irène est une femme de gauche, anti-nazie. Elle ne peut rester et ne restera pas les bras croisés. Je vous remercie.